Mon grand-père a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'en a jamais parlé. Pas par pudeur, ma famille pensait que c'était ça. Pas parce que les souvenirs étaient trop douloureux, c'est ce que ma mère croyait. Parce qu'officiellement il n'avait pas combattu. Parce qu'officiellement il n'existait pas. Je m'appelle Mathieu. J'ai 41 ans. Je suis archiviste dans une bibliothèque universitaire de Rennes depuis 15 ans. Mon travail, c'est les documents. Les traces. Ce que les gens et les institutions laissent derrière eux quand ils passent dans le monde. Mon grand-père Maurice Leblanc est mort en 2019 à 92 ans. Il est mort dans son lit, un matin de mai, paisiblement selon ma mère qui était à son chevet. Il s'est endormi et ne s'est pas réveillé. 3 semaines après sa mort, en vidant sa maison de Saint-Malo, j'ai trouvé la boîte. Maurice Leblanc était né en 1927 à Saint-Malo. Fils de pêcheur. Il avait 16 ans au moment du débarquement de juin 1944. 17 quand la guerre s'est terminée. Trop jeune pour avoir été mobilisé officiellement dans l'armée française. C'est ce que nous savions. C'est ce que les documents officiels, son livret militaire, ses papiers d'identité, les archives que j'avais consultées professionnellement il y a des années par curiosité familiale, confirmaient. Maurice Leblanc. Né le 3 mars 1927. Non mobilisé. Civil en temps de guerre. La boîte en métal était dans le double fond d'une armoire de sa chambre. J'avais découvert ce double fond en retirant l'armoire du mur pour la déplacer. Un espace d'environ 20 cm entre le fond apparent de l'armoire et le mur. Fermé par un panneau en bois qu'on ne voyait pas si on ne cherchait pas. La boîte contenait 7 objets. Une médaille. Pas une médaille française, une médaille britannique. La Distinguished Conduct Medal, la deuxième plus haute décoration militaire de l'armée britannique pour les sous-officiers et soldats, inférieure seulement à la Victoria Cross. Avec un numéro de série gravé au dos. 2 photographies. En noir et blanc. La première montrait mon grand-père, reconnaissable malgré la jeunesse du visage, en uniforme militaire. Pas un uniforme français. Un uniforme britannique. Avec d'autres soldats autour de lui, tous souriants, devant ce qui semblait être une falaise normande. La deuxième photo montrait mon grand-père aux côtés d'un homme en civil que je ne reconnaissais pas. Derrière eux une plage. Au dos de la photo une date, juin 1944, et 2 mots en anglais. Never forget. Un carnet. Petit, relié en cuir, dont les pages avaient résisté à 80 ans mieux que je n'aurais imaginé. Écrit en français mais avec certains passages en anglais. Une écriture que je reconnaissais, celle de mon grand-père, plus juvénile que celle que j'avais connue mais identifiable. Une lettre. Cachetée. Adressée à moi. Mon prénom dessus. Mon prénom, pas mon père, pas ma mère. Moi. Un badge en métal. Le badge du Special Operations Executive, le SOE, le réseau d'agents secrets britanniques qui avait opéré dans la France occupée pendant la guerre. Et une clé. J'ai commencé par la lettre. C'était la seule chose qui m'était directement adressée et je suppose que mon grand-père avait anticipé que je serais celui qui trouverait cette boîte. Il savait que j'étais archiviste, que je fouillais les documents, que je ne me contenterais pas de vider une armoire sans la déplacer du mur. La lettre faisait 3 pages. Je vais vous en lire les parties essentielles. Mathieu, si tu lis ces lignes, c'est que j'ai eu tort d'attendre aussi longtemps. J'aurais dû te raconter tout ça de mon vivant, mais je n'ai jamais trouvé le bon moment, ou plutôt j'ai toujours trouvé une bonne raison de reporter. La vieillesse a cette façon de vous rattraper avant que vous ayez réglé tout ce que vous auriez dû régler. Je vais te dire simplement ce qui s'est passé. J'avais 15 ans quand les Allemands sont entrés dans Saint-Malo. 16 quand j'ai rejoint le réseau. Pas par héroïsme, je veux être honnête là-dessus parce que les gens ont tendance à romantiser ces choses et la réalité était plus banale. J'étais un gamin de 16 ans qui en avait assez de voir des uniformes étrangers dans les rues de sa ville et qui avait rencontré les bonnes personnes au bon moment. Les bonnes personnes, c'était un agent du SOE. Un Anglais qui parlait un français parfait et qui utilisait le port de Saint-Malo pour faire passer des informations vers Londres. Je lui servais de passeur. D'abord des messages. Puis des documents. Puis des personnes.
J'avais 16 ans et je faisais passer des aviateurs anglais abattus et des agents secrets à travers les lignes allemandes. Le carnet complétait la lettre. 80 ans de discrétion. 80 ans à ne rien dire. Et dans ce carnet, une chronologie de ce qu'il avait vécu entre 1943 et 1945, écrite avec la précision d'un adolescent qui savait que ce qu'il vivait était extraordinaire et qui voulait s'en souvenir. Les premières pages décrivaient son recrutement. L'agent du SOE s'appelait dans le carnet simplement Henri, un nom de code, probablement. Anglais, la trentaine, avec une façon de parler aux gens qui donnait l'impression qu'il les connaissait depuis toujours. Henri avait repéré Maurice au port. Un gamin qui connaissait les marais, les passages, les endroits où les patrouilles allemandes ne s'aventuraient pas. Un gamin discret qui avait de bonnes raisons de se trouver sur le port à n'importe quelle heure. Son père était pêcheur, sa présence là était normale, invisible. Henri lui avait proposé de l'aider. Maurice avait dit oui le jour même. Ce que mon grand-père avait fait pendant les 2 ans qui avaient suivi dépassait ce que j'aurais pu imaginer pour un adolescent de 16 ans. Il avait guidé des agents britanniques à travers les chemins côtiers de Bretagne jusqu'au point d'embarquement secret. Il avait transporté des messages codés dans des cachettes creusées dans les semelles de ses chaussures. Il avait servi d'intermédiaire entre le réseau du SOE et les réseaux de résistance intérieure français, assurant une liaison que les adultes ne pouvaient pas assurer sans se faire repérer parce qu'un gamin de 16 ans sur un vélo en Bretagne n'éveillait aucun soupçon. En juin 1944, il avait 17 ans à ce moment-là, il avait joué un rôle direct dans les opérations du débarquement. Pas sur la plage. Derrière les lignes. Avec un groupe de 3 agents du SOE, il avait guidé une opération de sabotage sur une ligne de chemin de fer essentielle aux renforts allemands qui convergeaient vers la Normandie. L'opération avait retardé l'acheminement de 2 divisions blindées de plus de 48 heures selon les archives britanniques que j'ai consultées après. 48 heures sur une plage normande au début du mois de juin 1944. 48 heures qui avaient peut-être changé des milliers de destins. Mon grand-père avait 17 ans. La Distinguished Conduct Medal. J'ai utilisé le numéro de série gravé au dos pour retrouver la trace dans les archives britanniques du Imperial War Museum de Londres. J'ai les contacts pour ce genre de recherche, c'est mon métier. La médaille avait été décernée en 1945 à un certain Thomas White. Pas Maurice Leblanc. Thomas White. C'était le nom de guerre de mon grand-père au sein du SOE. Un nom anglais pour un agent dont les activités devaient rester secrètes, non seulement pendant la guerre mais après. Parce que le SOE opérait en zone grise du droit international. Parce que reconnaître officiellement ces agents français aurait créé des complications diplomatiques. Parce que certaines opérations ne devaient jamais être connues officiellement. Thomas White avait reçu la DCM pour son rôle dans l'opération de juin 1944. Maurice Leblanc, lui, n'existait dans aucun dossier militaire. La clé. J'ai mis 3 semaines à comprendre à quoi elle correspondait. C'est une conversation avec un historien spécialisé dans les réseaux du SOE en Bretagne qui m'a mis sur la piste. Il existait à Saint-Malo, dans un immeuble du centre-ville, une ancienne maison bourgeoise reconvertie en appartement dans les années 60, un appartement qui avait appartenu à un membre du réseau. L'appartement avait changé de main plusieurs fois mais selon l'historien une pièce au fond de l'appartement avait conservé son aménagement d'origine. Une pièce dont la porte avait une serrure particulière. J'ai retrouvé le propriétaire actuel de l'appartement. Je lui ai expliqué la situation. Il m'a laissé entrer. La pièce au fond de l'appartement. Une ancienne chambre de bonne. Petite, 4 mètres sur 3. Avec un parquet en bois et des murs en plâtre blanchi. Vide de meubles. Sauf les murs. Les murs étaient couverts de noms. Écrits au crayon. Certains au stylo. En lettres minuscules, serrées, du sol jusqu'à la hauteur d'une épaule. Des centaines de noms. Des noms de personnes qui étaient passées par ce lieu entre 1942 et 1944. Des agents du SOE. Des résistants. Des aviateurs récupérés. Des fugitifs. Des gens en transit vers la liberté ou vers leur mort, on ne pouvait pas toujours savoir dans quel sens les choses allaient tourner. Une tradition du réseau. Chaque personne qui passait par là laissait son nom. Son vrai nom. Pas son nom de code. Le seul endroit où les gens pouvaient être eux-mêmes, ne serait-ce que pour le temps d'une signature. J'ai cherché.
Troisième rangée en partant du bas. Angle sud de la pièce. Maurice Leblanc. Saint-Malo, 1943. Mon grand-père avait signé ici. Il avait 10-6 ans. Autour de son nom, d'autres noms. Certains que j'ai pu identifier dans les archives. Des agents dont on connaît l'histoire. Des résistants dont les noms figurent sur des monuments. Et juste au-dessus du nom de mon grand-père, 2 lettres. H.W. Henry. L'agent du SOE qui avait recruté Maurice. Côte à côte sur ce mur depuis 80 ans. Un gamin de 16 ans de Saint-Malo et l'agent britannique qui avait changé le cours de sa vie. J'ai passé les 6 mois suivants à reconstituer l'histoire complète. Avec les archives britanniques, le SOE a été déclassifié en grande partie dans les années 2000 et les dossiers sont accessibles au National Archives de Kew. Avec les archives françaises, le service historique de la Défense à Vincennes. Avec les témoignages de descendants d'autres membres du réseau que j'ai retrouvés progressivement. Ce que j'ai reconstitué est une histoire que personne ne connaissait. Pas ma famille. Pas les historiens. L'opération de juin 1944 était documentée côté britannique, mais le nom de Thomas White n'avait jamais été relié à une identité française réelle. Jusqu'à moi. J'ai soumis un dossier au ministère des Armées français. 18 mois de procédure. Des allers-retours entre Paris et Londres. Des demandes de documents supplémentaires. Des vérifications d'authenticité. En novembre 2023, la décision est tombée. Maurice Leblanc, alias Thomas White, a été reconnu officiellement comme combattant de la résistance intérieure française et agent allié. Il a reçu à titre posthume la Légion d'honneur et la médaille de la Résistance. La cérémonie a eu lieu à Saint-Malo, au pied des remparts de la ville qu'il avait aimée et défendue à 16 ans. Ma mère était là. Mon père. Mes enfants. Le préfet a prononcé des mots que j'ai écoutés sans vraiment les entendre parce que je regardais la mer derrière lui, la même mer que mon grand-père avait traversée des dizaines de fois dans l'obscurité avec des hommes dont les vies dépendaient de sa connaissance des courants et des marées. Ce que je retiens de tout ça. Mon grand-père n'avait pas gardé le silence par modestie ou par pudeur. Il avait gardé le silence parce qu'on le lui avait demandé. Parce que les engagements pris en temps de guerre ne se lèvent pas facilement même quand la guerre est finie depuis 70 ans. Parce que certaines personnes impliquées dans ces opérations avaient des familles encore vivantes et que certaines informations pouvaient encore faire du mal. Il avait gardé le silence pendant 80 ans. Et quand il avait senti que le moment était venu, quand il avait su qu'il allait mourir et qu'il ne pouvait plus emmener cette histoire avec lui, il avait préparé cette boîte. Il avait mis mon prénom sur cette enveloppe. Il avait fait confiance à l'archiviste de la famille pour trouver ce qu'il avait caché et pour faire ce qu'il fallait avec. La dernière ligne de sa lettre. Je n'ai pas été un héros. J'étais un gamin de 16 ans qui avait peur et qui faisait ce qu'il pouvait. La différence entre un héros et quelqu'un qui a peur et qui fait quand même ce qu'il faut faire, c'est quoi exactement? Je ne sais toujours pas. Mais j'espère que tu trouveras une réponse meilleure que la mienne. Ton grand-père qui t'aime. Maurice. Je n'ai pas trouvé de meilleure réponse. Mais je pense qu'il avait raison. Et je pense que la peur n'empêche pas l'héroïsme. Elle l'accompagne simplement. Fin.